La Révolution française, c'est le point de départ du programme de première, désormais. Donc il faut l'étudier sérieusement parce que dans la suite du programme, on y fera régulièrement référence. On verra que en France, les régimes politiques, les formations politiques se définissent beaucoup par rapport à cet héritage révolutionnaire. Alors, c'est un événement extrêmement riche et complexe, dont on sait qu'il commence en 1789. Il est moins évident de déterminer la date de la fin de la Révolution. Est-elle seulement terminée? Quoi qu'il en soit, dans une première partie, nous ferons un rappel extrêmement bref des événements, pour ensuite voir quels sont les grands principes qui ont été mis en avant par cette Révolution. Alors, c'est un événement formidable. C'est un événement fondateur de la modernité française, mais on a quand même envie de dire que nos amis britanniques, allemands, sont arrivés finalement au même résultat, c'est-à-dire un régime tout à fait libéral et démocratique, sans passer par un événement à ce point extraordinaire comme la Révolution. Donc il faudra en cours se demander quelles sont les spécificités françaises qui expliquent qu'on soit passé par une révolution pour passer de l'ancien régime au type de régime que nous connaissons aujourd'hui. Alors, un récit très bref des événements, un rappel des grands repères, de la monarchie constitutionnelle à la République, c'est l'évolution politique de la Révolution qui est donc en jeu. On commence par rappeler très brièvement les causes de la Révolution, dans le détail desquelles on ne peut pas rentrer, mais c'est l'épuisement finalement de cette monarchie d'ancien régime qui est arrivée un petit peu en bout de course, qui est empêtrée dans des problèmes financiers, des problèmes d'endettement très importants, et qui, lorsqu'elle veut résoudre ces problèmes, en tentant des réformes qui sont très hardies pour l'époque, rencontre l'opposition des privilégiés, et notamment des parlementaires. Ce qui est insupportable à beaucoup de consciences de l'époque, c'est le régime d'inégalité qui est propre à l'Ancien Régime, avec des ordres privilégiés et un tiers-État qui ne l'est pas. C'est l'esprit des Lumières qu'on retrouve là. Et c'est un peu la conjonction de ces deux choses, les problèmes d'argent de la couronne et cette aspiration à l'égalité qui se conjuguent pour aboutir à la convocation des États généraux et à l'enchaînement des événements qui font la Révolution. Alors, la date sans doute la plus importante, ce sont les deux dates du 17 et du 20 juin 1789. Le 20 juin, c'est le serment du jeu de paume. Pourquoi? Parce qu'à cette date, les députés des États généraux décident de former une assemblée nationale et donc à ce titre de représenter la volonté de la nation. On a envie de dire qu'à ce moment-là, la Révolution est faite. On n'est plus dans une monarchie absolue et un nouvel ordre politique commence. La suite est évidemment très importante aussi, les événements du 14 juillet, mais c'est sans doute le principal qui se passe à ce moment-là. Alors le régime qui est instauré à cette date, à l'été 1789, c'est une monarchie constitutionnelle et certainement pas une république. Attention à ne pas commettre cette erreur très répandue de considérer que la Révolution instaure tout de suite la République. C'est pas le cas, et pour une bonne raison, c'est qu'on craint un peu la République, on pense que c'est un régime qui est inadapté à un pays aussi grand et peuplé que la France de l'époque. Alors qu'est-ce qu'une monarchie constitutionnelle? C'est un régime dans lequel les pouvoirs sont séparés entre le roi, qui détient le pouvoir exécutif, et donc une assemblée qui détient le pouvoir législatif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ce qu'ils étaient sous l'Ancien Régime, les pouvoirs du roi sont considérablement diminués, et ça, Louis XVI le tolère mal, d'où cette espèce de double jeu du roi qui va empêcher ce compromis constitutionnel de réussir. La fuite à Varennes en juin 1791 montre que le roi est décidé à rejoindre les armées de l'étranger, donc qu'il ne joue pas franc jeu. Et on peut dire qu'à partir de cette date, de l'été 1791, la monarchie est en sursis en France. Alors, le texte très important qui formalise tout cela, c'est la Constitution, qu'il a fallu beaucoup de temps pour écrire, puisque elle n'apparaît qu'en septembre 1791, et cette Constitution est tout à fait nouvelle, puisqu'elle fixe désormais par écrit la loi, l'organisation des pouvoirs. Nous entrons véritablement dans un état de droit. Alors,
Le roi a tenté de trahir une première fois en juin 1791. Il recommence à l'été 1792, à un moment où la France est dans un contexte de guerre. Très imprudemment, en avril 1792, l'Assemblée a voté la guerre contre les puissances monarchiques du reste de l'Europe. Et la trahison du roi est à ce titre totalement intolérable. Il est donc arrêté le 10 août 1792 et on passe à la République. Alors qu'est-ce qu'une République par rapport à une monarchie constitutionnelle? C'est un régime dans lequel la souveraineté est détenue, la souveraineté politique, la capacité à gouverner, est détenue exclusivement par la nation qui choisit ses représentants. La souveraineté n'est plus incarnée dans la personne du roi et de façon héréditaire. Donc en fait, très simplement, à notre humble niveau, on dira que la République est un régime sans roi. Alors cette République connaît des mois extrêmement durs, difficiles, à cause principalement de la menace que la guerre extérieure et la guerre intérieure font peser. Il y a deux temps dans ce moment républicain. Il y a un temps où les Girondins, qui sont plutôt modérés, ce sont des républicains modérés, sont au pouvoir, jusqu'à mai-juin 1793. Et ensuite, c'est le tour des Jacobins, des Montagnards, c'est le tour de Robespierre qui va incarner cette politique de terreur, qui est une politique extrêmement dure à l'égard des ennemis de la Révolution, et dont nous reparlerons très brièvement dans une troisième partie. Alors, la Révolution est fondatrice, puisqu'elle fixe de grands principes que nous connaissons à l'heure actuelle. En premier lieu, et le programme nous demande d'insister là-dessus désormais, c'est l'invention de la nation en quelque sorte. C'est-à-dire cette unification du peuple français qui est souverain dans des principes qui lui sont communs. Les Français ne sont plus des sujets, ils sont désormais des citoyens. Alors avec certaines limites, le suffrage par exemple n'est pas universel, c'est un suffrage censitaire qui exclut les plus pauvres du vote et comme on le sait, les femmes sont encore exclues de cette citoyenneté à cette époque. Les grands principes sont évidemment formalisés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont l'élément le plus important est le principe d'égalité en droit, c'est-à-dire d'égalité des citoyens devant la justice et de possibilité d'accès égal à toutes les fonctions, que ce soit l'armée ou l'administration, pour qui que ce soit, sans privilège d'ordre, quoi que ce soit du genre. Les libertés fondamentales sont aussi mises en avant. Tout ça est bien connu. On rappelle seulement que c'est dans ce grand foisonnement révolutionnaire des années 1789-1790, pensez aussi au travail de l'Assemblée constituante, que cette nouvelle France voit le jour. Alors on peut se demander, enfin, si l'Église n'a pas été victime de la Révolution. Pourquoi on dit ça? Parce que l'Église se voit infliger ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, qui est une espèce de presque de mise à disposition de l'Église pour le pouvoir politique. Les prêtres doivent prêter serment sur la Constitution, ce qui est totalement une hérésie pour eux, et les biens du clergé sont confisqués et sont mis en vente afin de payer cette dette de la France qui a quelque part fait chuter Louis XVI. Alors, l'Église, oui, elle est assimilée à l'Ancien Régime, elle est assimilée aux privilèges, elle est assimilée parfois à l'obscurantisme. Mais toutefois, la Révolution n'a pas été athée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle a été anti-catholique, elle a été anti-curée, si on veut, elle a pu être déchristianisatrice au moment de la Terreur, mais jamais athée. Dans une dernière partie, nous verrons quand même une particularité de la Révolution, c'est-à-dire les violences révolutionnaires. Et en quoi ces violences ont pu avoir des conséquences dans la suite de l'histoire française du XIXe siècle. Parmi les études qu'on nous suggère de faire à propos de la Révolution en première, il y a le portrait de Madame Roland. Alors Madame Roland, Marie Roland, était membre du groupe des Girondins, c'était une femme extrêmement érudite et progressiste, et pourtant, bien que n'ayant fait de mal à quiconque, Madame Roland finit sur l'échafaud, elle sera guillotinée. Alors comment une femme d'une telle qualité a-t-elle pu être guillotinée? C'est ce qu'on peut se demander, avec une troisième partie qui va s'interroger un peu sur les violences révolutionnaires, parce que c'est quand même ça qui reste aussi beaucoup de la Révolution. Quand on pense à la Révolution, on pense à la guillotine. Alors c'est évidemment très réducteur, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'expliquer cet aspect des choses.
Alors, dans un premier temps, on va d'abord rappeler ce terme qu'on utilisait pour les mouvements sociaux de l'Ancien Régime, qui est le terme d'émotion. L'émotion, c'est quand la foule s'adonne à la violence, s'en prend à des biens ou à des personnes, mais pas de façon raisonnée, de façon spontanée, de façon assez épidermique. Et on en a des exemples pendant la Révolution, parce que ce qui prédomine pendant la Révolution, c'est la peur du complot. C'est la peur de la contre-révolution, la peur du retour en arrière. Et on a toujours ce sentiment que certains sont en train de comploter pour rétablir le roi, par exemple, dans ses droits complets. Et donc on prévient ces tentatives de contre-révolution par des moments d'une grande brutalité, d'une grande violence. C'est la grande peur dans les campagnes à l'été 1789 qui aboutit, cela dit, à l'abolition des droits féodaux dans la nuit du 4 août 1789. Ce sont les massacres de septembre, juste après l'arrestation du roi aux Tuileries, le 10 août 1792. On craint que la contre-révolution profite de ce moment dramatique pour agir, et on s'en prend aux prisonniers qui sont détenus dans les prisons parisiennes, qu'on va exécuter sans autre forme de jugement, en les faisant tous plus ou moins passer pour des contre-révolutionnaires. Il y aura 1300 morts. Et ces massacres de septembre, qui sont d'une violence extrême, ne sont pas vraiment discrédités par le pouvoir, ni par la garde nationale. Alors, cette violence très brutale, très spontanée, se double aussi d'une violence qui est une violence du pouvoir, qui est une violence institutionnalisée. On peut penser à la fusillade du Champ de Mars. Après la fuite du roi en juin 1791, des Parisiens viennent déposer une pétition au Champ de Mars pour demander la République. La garde nationale, cette espèce de police qui a été formée en 1789 et qui est commandée par Lafayette, tire sur la foule et c'est la mort de plusieurs personnes. Surtout, à partir de 1793 et surtout en 1794, c'est le gouvernement jacobin, c'est le gouvernement des comités, le comité de salut public, le comité de sûreté générale. Rien que le terme de comité de sûreté générale nous laisse entendre une action policière, une action répressive. Et dans un contexte qui est extrêmement délicat, puisque la France est en guerre, la guerre est à l'extérieur, la guerre est aussi à l'intérieur, avec des armées contre-révolutionnaires qui menacent de se soulever. Les mesures prises par le gouvernement de Robespierre sont des mesures terribles, ce qu'on appelle la terreur, avec notamment le tribunal révolutionnaire, qui n'offre qu'une parodie de justice, puisqu'il condamne, pour ainsi dire, sans défense et sans jugement, et l'usage qui est fait de la guillotine, laquelle fonctionne beaucoup. Au printemps 1794, on a à peu près 1500 exécutions à Paris en l'espace de quelques semaines. Alors, ce qu'on constate, au final, puisque cette violence a marqué les esprits, c'est qu'on a des éléments de guerre civile, en tout cas des éléments de division de la société française. Le paradoxe révolutionnaire, on l'a vu dans la partie précédente, c'est qu'il entendait créer la nation comme un tout homogène. Or, cette société française, elle est parcourue par des divisions, par des tensions extrêmement fortes, par de véritables schismes. On a, dès le départ, ceux qui sont partisans de la Révolution, mais ceux qui demeurent partisans de l'Ancien Régime et qui d'ailleurs vont émigrer à l'étranger. Une fois la Révolution faite, vous avez ce qu'on va appeler les monarchiens, c'est-à-dire ceux qui sont favorables au maintien des pouvoirs du roi, dans le cadre révolutionnaire, et ceux qui vont être plutôt républicains. Après, dans les républicains, entre les Girondins, qui sont notamment défavorables à la centralisation des pouvoirs à Paris, et les montagnards, les jacobins, le contraire, entre la Convention, la Commune de Paris, entre Paris et la province. On sait que l'ouest de la France, la Vendée, ou le sud, la Provence, sont souvent en armes contre la Révolution. Donc ce qu'on constate, c'est une espèce de division extrêmement forte à l'intérieur de la société française, alors que la Révolution voudrait être unificatrice. Quoi qu'il en soit, ces violences, ces difficultés vont se proroger dans les décennies qui suivent la Révolution. C'est un peu toute l'histoire du XIXe siècle en France qui se définit beaucoup par rapport à ce qui s'est passé pendant la Révolution. Et il faudra véritablement attendre la Troisième République, moment d'ailleurs où on a de très grandes histoires de la Révolution qui paraissent, pour que les acquis révolutionnaires soient véritablement sédimentés en France et pour que la vision qu'on a de la Révolution soit peut-être un peu plus apaisée.